C'est le plus grand succès mondial de l'histoire de la comédie musicale. 130 millions de spectateurs, 426 villes dans 53 pays, 22 langues. À Londres depuis 39 ans, à Broadway pendant 16 ans. C'est une joie d'accueillir Claude Michel Schoenberg et Alain Boublil qui ont créé Les Misérables. Phénomène qui revient à Paris. On va parler de votre histoire incroyable qui est racontée dans J'avais rêvé, un très beau livre aux éditions du Rocher. Alain, c'est une nouvelle représentation des Misérables. C'est une nouvelle aventure qui commence au Châtelet. Une nouvelle production, comme un nouvel enfant qui arrive. C'est une recréation, exactement. Puisque c'est né à Paris, tout ça. La première version, c'était à Paris, au Palais des Sports, en 1980. Et que, depuis la version à Londres, celle qui a donné naissance au succès mondial, était une restructuration, une réécriture. On a beaucoup modifié la version d'origine. Et quand la pièce est revenue à Paris en 1991, dans cette nouvelle structuration anglaise, celle qui se jouait depuis dans le monde, on est revenu avec la production anglaise, c'est-à-dire que la production anglaise en français. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a eu du succès pendant 4 mois, mais qu'au fond, il fallait peut-être qu'un jour, on aille plus loin et qu'on ose faire une complète nouvelle production à Paris. Ouais. Ça a pris très longtemps pour y arriver. Et il a fallu non seulement trouver les personnes de confiance, c'est-à-dire un jeune producteur, Stéphane Letellier, Ladislas Cholat, le metteur en scène, pour qu'on puisse nous leur faire confiance. Et après, il a fallu persuader le producteur anglais Cameron Mackintosh de bien vouloir qu'on fasse ça. Mais on y est, et c'est cette nouvelle production qu'on présente à Paris à partir d'après-demain. Ouais. C'est-à-dire que quand on a affaire aux Misérables à Paris, c'est très difficile, en fait, de faire une importation anglaise. Parce que le public français n'adhère pas complètement à cette façon de tourner une histoire française, patrimoniale française, en un produit Broadway, Londres. Qu'il n'est pas, d'ailleurs. Qu'il n'est pas, mais en fait, c'est comme ça que les gens le perçoivent. Et donc, à partir du moment où c'est d'origine française, fait dans un esprit français, comme nous l'avons écrit, c'est peut-être plus honnête pour le public qui le conçoit mieux. Et en même temps, un énorme plaisir pour nous, parce que d'abord, le plaisir pour moi de me réentendre enfin mon texte original en français, amélioré et complété avec tout ce qu'on a rajouté à la pièce elle-même. Et en même temps, je dois dire que ça m'a inspiré, cette recréation, de réécrire une partie du texte. Et c'est ça que j'ai fait au cours des 6 ou 7 derniers mois, avec beaucoup de conversations avec Ladislas Cholat et avec Claude Michel. Regardez, les images, c'est en 2024. Les Misérables sont toujours là. C'est un spectacle événement au Théâtre du Châtelet. Et c'est une œuvre exceptionnelle, immortelle. Regardez. Et voilà, évidemment, cette aventure qui continue. Et alors, on va entendre C'est pour demain, la version 2024. J'allais dire, depuis si longtemps, on n'avait pas eu une version en français à Paris. Oui, c'est à nous que ça manquait le plus. Hein. Oui. Donc, c'était pas possible. Avant, on n'avait pas trouvé les personnes justes pour la refaire et pour le faire de cette façon. Et puis, l'appétit, il y a un appétit complètement différent. Le monde de la comédie musicale a été transformé à Paris, pas seulement par nous, avec le premier rock-opéra français, la Révolution française, ou Les Misérables Après sont venus Starmania, Notre-Dame de Paris, toutes ces comédies musicales qui ressemblent pas du tout à ce qu'on fait nous, mais en même temps, elles ont ouvert l'appétit du pays au théâtre chanté. Ouais. Et ça, c'est formidable, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de revenir dans une ville qui, sur ce plan-là, est transformée. D'ailleurs, l'intérêt sur cette reprise des Misérables est tel que, comme vous savez, on est complet pour les 7 semaines de représentation. Claude Michel Schoenberg, on entend, là, voilà, c'est la nouvelle version de cette chanson, de ce classique que vous avez composé. Oui, la première fois que je l'ai entendu,
c'était par cette merveilleuse regrettée Rose Laurence. Oui, on l'écoutera tout à l'heure. Qui le faisait de façon formidable, mais j'ai vu que vous aviez un disque de Eva. Alors Oui. ça me Oui. scie, parce que c'est la première chanson que j'ai écrite qui a été enregistrée par quelqu'un à Paris, et je trouvais ça formidable. Oui, vous savez quoi, on l'a, cette chanson. Comment on est gamin, parce que vous étiez à Vannes, et vous le racontez dans ce beau livre, et un jour, comme ça, vous apprenez par hasard qu'une de vos chansons a été enregistrée par cette chanteuse. Non, C'est la première fois. J'étais étudiant à Nantes, et un jour, je reçois un disque, et je vois Eva, et je vois le titre de ma chanson que j'avais écrite. Et là, j'étais scié. Moi, c'était Michaela, ça Oui. s'appelait. C'était ça, écoutez-le, tiens, quelques instants, la voix de Eva. Un peu trop bleu, C'est fabuleux, hein. Il avait déjà ce talent quand même, Alain. Bien sûr. C'est fou, hein. Et puis j'étais un fou de Phil Spector, et le producteur l'avait enregistré à la façon Phil Spector, et j'adorais ça. Oui, parce que vous faisiez venir Barbara dans le théâtre de Nantes. Oui, alors un jour, comme j'ai vu que l'association de l'école où j'étais avait le droit à une soirée gratuite au théâtre Gralin, j'ai pensé à faire venir Barbara, qui n'était jamais venue à Nantes, malgré le succès de sa chanson Nantes. Et j'appelle l'agent de Eva, et je lui dis, voilà, je voulais... Elle m'a dit, bah, ça tombe bien, parce que c'est moi l'agent de Barbara. Oui. Ah, j'ai dit, formidable, est-ce que... Et on s'est arrangé, elle est venue à Nantes, et là, j'ai été subjugué. Alors, je vous jure, qu'être assis au piano et d'entendre Barbara qui vous chante dans l'oreille une petite cantate, moi, j'étais au ciel, c'était formidable. Des parents de juifs hongris. Vous avez même un arrière-grand-père ou un grand-père, je ne sais plus, qui avait joué pour Nicolas II. Il y a quelque chose dans la famille. Non, j'avais un grand-oncle qui était le maître de chapelle de Nicolas II. Évidemment, il a fui la Russie en 1917. Il est venu s'établir à Paris, où il a ouvert une boutique d'édition musicale. Ça veut dire à l'époque de vendre des partitions. Et sa fille est restée à Paris. Son fils est parti pour New York. Et là, il est devenu l'assistant de Ira Gershwin. Oui. Oui. Et alors, vous allez vivre dans un magasin avec des partitions, avec des 78 tours. Il y a évidemment la radio qui envoie les musiques qu'on aime. Pendant ce temps, il y a Alain Boublil. Lui, il est en Tunisie. Hein. Oui. Vous échappez à la guerre. Vous en sortez. Vous racontez les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui arrivent à Tunis. Moi, je suis né pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis toujours émerveillé par l'idée que des parents pensaient à faire des enfants à cette période. Et puis, oui, c'était comme ça. Et les Allemands étaient en Tunisie. Ils avaient commencé par envahir l'Afrique par la Tunisie. Et puis, bizarrement, les Anglais, le premier débarquement qu'ils avaient fait, c'était justement en Tunisie. Donc, quand ils ont commencé à bombarder une partie de la Tunisie, d'après ce que j'ai compris, les ordres qui sont arrivés de Berlin ont dit à Rommel, qui à l'époque était le commandant de l'armée d'Afrique, que la Tunisie finalement c'était pas si important et qu'il valait mieux évacuer pour aller vers la Tripolitaine, c'est-à-dire l'actuelle Libye. Et c'est comme ça que finalement, à part quelques semaines de travail obligatoire que mon père a été obligé de faire dans un cimetière, mais ça a duré 7 ou 8 semaines. Oui. Un magasin de chaussures, tenez Après, votre père. Et ben, c'est comme ça qu'on a échappé à la guerre, quoi. Ouais. Et alors évidemment, vous aimez aussi le jazz, Voice of America. Ah oui. Vous lisez déjà Victor Hugo, vous avez déjà Les Misérables qui vous passent devant à l'école. Bah, à l'école, oui. Oui. Comme tout enfant de notre âge. Et puis les films. Oui. Et puis on regardait les films. Et puis, Gérard Philippe qui vient. Et puis la Tunisie absolument extraordinaire. C'est vrai, les Beatles, tout ça, lorsque vous arrivez à Paris, vous avez une soif de découvrir ce qui se passe. Donc les Beatles à l'Olympia. Et la musique vous attire. Bah oui, complètement, mais je n'arrive pas à imaginer que je pourrais y trouver une place. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne déchiffre pas du tout le message dans ma tête. Et c'est pour ça que, pour faire plaisir à mes parents, je fais une école de commerce, parce que comme un enfant tunisien bien élevé devient ou docteur, ou avocat, ou dentiste, Ouais.
À ce moment-là, j'ai compris que c'était aucun des trois, parce que ça, ce sont des études qui vous entraînent dans des choses dont on ne peut pas facilement s'extraire. Je me suis retrouvé en train de feuilleter un bouquin qui était édité en Tunisie et qui donnait toutes les écoles dont la première année n'existait pas à Tunis, puisque ce que je voulais, c'était partir à Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a une école qui s'appelait les Hautes Études Commerciales. Oui, Alors, je ne savais absolument rien. Oui. Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'il y avait une section pour les étudiants étrangers qui s'appelait l'Académie commerciale. Et à l'époque, j'étais encore de nationalité tunisienne parce que tous les juifs tunisiens, à l'époque, avaient encore la nationalité du pays dans lequel ils étaient nés. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à cette école. Bizarrement, j'ai été reçu. Il y avait un concours d'entrée. J'étais presque nul en maths. Et j'ai réussi. Ça marche quand même. Oui, j'ai réussi ce concours d'entrée. Nous écoute. Parce qu'à l'époque, le français, la Ouais. philosophie. Le livre s'appelle J'avais rêvé. Hein. Oui, regardez là, Donc, il est là. Le bouquin. Ouais. c'est le début du rêve, c'est le premier oui. rêve. Et alors, ça va déboucher sur une entrée à Europe 1. Ça C'est tout débouche à qu'en fait- stage, quand Oui, on arrive un en fin de stage. troisième année Mais- d'HEC. Mais quand même, vous avez déjà l'idée de vous appeler Franck Harvel, c'est un pseudo, puis vous écrivez pour Marianne Mill, qui est une chanteuse de l'époque. Vous arrivez à faire une adaptation pour Dionne Warwick, une star Une adaptation internationale. de Dionne Warwick Donc, pour ça va vite. Dalida et Sheila. Oui. C'est-à-dire que je me retrouve avec une chanson pour laquelle j'ai écrit avec un C'était ami quoi comme chanson? chaque instant de chaque jour. Ah oui. Dionne Warwick, instant de Any Old chaque Time of the Day. Oui. Et moi, je me trouve à coécrire la première adaptation de l'anglais au français. Et on me dit, l'éditeur, je ne sais plus qui c'était, me dit à l'époque, écoute, il y a Sheila qui s'y intéresse. Puis quelques jours plus tard, il me dit, il y a Dalida qui voudrait le faire aussi. Je dis alors, Ouais. il m'a dit, ben, on leur a dit d'accord aux deux, on verra. Et là, les deux disques sont sortis et les deux ont été un succès. Et moi, je me retrouve de rien, puisque j'étais programmateur à l'époque à Europe 1, et je me retrouve à avoir co-signé sous un nom d'emprunt 2 chansons par 2 chanteuses célèbres qui font toutes les deux un très gros Oui, succès. oui. Puis alors, il y a une chanson importante, on va l'entendre là. Beaucoup de gens ont malheureusement oublié ce prénom, Patricia. Et alors, on va entendre cette chanson parce qu'elle va changer vos vies. Écoutez Ça, ça. c'est le début de notre Ouais, histoire d'amour. écoutez. C'est ça. Ah bon? Une tasse de café avec du pain grillé. Moi je vais à l'école. Le jeudi je m'amuse. Le soir je travaille ou regarde la télé. Alors, vous entendez, vous, Alain Boublil, cette chanson et vous dites c'est extraordinaire. Je veux rencontrer celui qui a fait ça. Oui, oui. Parce que donc j'étais programmateur à Europe et ça avait été, je crois, le chouchou de Salut les copains. Oui. Vous savez, il y avait cette émission célèbre de Daniel Philippaki, et donc c'était le chouchou de la semaine. Et Daniel Philippaki, à Europe, il avait son bureau en face du mien. Et donc, je vais dans le bureau, là, je demande, vous le connaissez Il me dit non, non, j'appelle Pathé Marconi. Puis on me dit, oui, oui, il travaille ici. Et je téléphone, Il s'appelle Claude Michel Schoenberg. voilà. Et il me dit, bon, ben, voyons-nous. Bon. Puis on se voit, C'est-à-dire que et puis moi, c'était trop tard après. Moi, ce qui m'avait arrêté, et à l'époque, j'avais pas les mots. Aujourd'hui, je vous dis ça comme si c'était clair dans mon esprit à l'époque. Pas du tout, c'est a posteriori. Mais à cette époque-là, ça me semblait théâtral. C'est-à-dire que la façon dont cette fille chantait, et ce qu'elle chantait, parce qu'elle racontait quoi Elle Rien. racontait l'ennui d'une Une lycéenne. après-midi d'ennui et de S'emmerde. solitude d'une jeune provinciale. Oui. Mais, bizarrement, la seule façon dont je peux l'interpréter aujourd'hui, c'est que ça ressemblait à quelque chose qui aurait pu être dans une comédie Oui, oui. musicale dans laquelle quelqu'un a dit « Je m'ennuie et j'attends l'amour ». quoi. C'était ça, C'est-à-dire, Claude Michel. toutes les chansons que j'ai écrites, en fait, c'est des petites histoires. Il n'y a pas de chanson du genre « Il fait beau aujourd'hui, allez, on va à la campagne pour se taper un sandwich ». Jamais. C'est toujours une histoire qui a un début, une continuité, une fin. Il faut dire que Patricia, c'était l'époque où je travaillais avec Michel Berger chez Oui. Pathé Chez Marconi. Pathé Marconi, oui. Et on en avait fait un monopole pour nous. C'est nous qui écrivions les chansons et
Personne ne pouvait présenter une chanson pour elle, parce qu'on l'écartait systématiquement, c'était à nous. Et donc, entre Michel et moi, on alternait le 45 tours, le deuxième, c'était... Ouais. Vous faisiez, paraît-il, des concours. Vous disiez avec Michel Berger, on va écrire une chanson cette nuit chacun. Non, C'était un concours. oui, c'était une tradition. Quand j'arrivais au bureau le matin, Michel arrivait aussi, vers 9h30, 10h, et on se mettait au piano, et il me disait, voilà, c'est ma chanson de la nuit. Et il me jouait son truc, et j'ai entendu des choses magnifiques par lui, parce que c'était un prince de la musique, Michel. Oui. Il avait un petit bout de papier avec les paroles, et moi je faisais la même chose. C'est fou, hein. Parce qu'il y a un mot quand même pour cette amitié, Claude Michel Schoenberg. Vous allez être avec lui quand il nous quitte, Michel Berger. Oui, ça c'est des choses Ouais. un peu plus secrètes mais malheureusement j'étais là. Ouais. Quand ça s'est passé, et disons qu'il est mort dans mes bras, quoi. Voilà. Oui, mais quand même, c'était, j'imagine, quelque chose de... C'est un beau dimanche du mois d'août, magnifique, où on était entre amis, on s'amusait bien, et ça s'est fini en désastre. On n'y peut rien. Oui. Mais vous dites que vous y pensez tous les jours. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Ben écoutez, c'est une perte énorme. Il y a mon père et Michel, c'est des gens auxquels je pense tous les jours. Alors, il y a une musique qui va aussi changer votre vie, on va l'entendre. Et celle-là, j'allais presque dire, plus rien ne sera... Vous vous rencontrez tous les deux, donc plus rien ne sera jamais comme avant, parce qu'à l'Alhambra, à Paris, il y a West Side Story. Et là, Alain et Claude Michel, vous avez un choc. Pas au même moment, hein, pas Oui. en même temps. Moi, sur scène à l'Alhambra, par hasard, Félix Marouani, le grand impresario, qui m'offre 2 tickets et qui me dit « Je monte une comédie musicale à Paris. Ça marche pas très fort. Tu veux 2 places ?» Et je vais donc voir ça et je suis ébloui, incapable à nouveau de comprendre le message, ni de le décrypter. Et quelques années plus tard, Claude Michel, en regardant le film, ressent exactement la même chose, au point d'aller revoir le film, je crois, Mais c'est-à-dire que 5 j'étais fois dans à la même Nantes. journée. Film de Robert Wise. J'étais à Rennes à l'époque, en préparation, et je vois West Side Story, donc j'avais plus ou moins vaguement entendu parler, et je vais voir le film, mais moi je ne connaissais pas, venant de Vannes, les séances permanentes. À Vannes, il y avait 8h30 du soir, se terminait à 11h, c'était fini, il y avait eu une. Et là, je vois que c'est en continuité à partir de 2h de l'après-midi. Alors, je vais voir à 2h de l'après-midi. Je suis cloué sur mon siège et je vois qu'il y a des personnes qui restent après la projection. Alors, je suis resté aussi et ça a recommencé donc à 5h et ça a repris à 8h du soir et je suis resté encore. Bon, il y avait 3 séances dans la journée. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis revenu à 2h de l'après-midi et pour le prix d'un billet, j'ai revu encore 3 fois le film. Ouais. On peut dire votre vie, c'est 3 passions. La chanson populaire, la comédie musicale, l'opéra. Et l'opéra, vous dévorez l'opéra, par Parsifal. Et la chanson populaire, il faut quand même dire un mot, il faut quand même le faire, Alain. De se dire avec votre ami qui est avec vous chez Vogue, on va composer le succès de l'été et d'écrire sur un bout de papier ce qu'on va entendre qui va être un triomphe partout. Et là, vous savez que vous avez quand même ce talent d'arriver à faire un succès populaire comme Adieu, Jolie Candy de Jean-François Michael. Vous vous rappelez de ça? Ah, je me rappelle, oui, c'est dans un restaurant de la rive gauche, je me rappelle très bien. Et on disait, je suis sûr qu'on est capable, c'était avec un ami qui s'appelle donc Raymond Jeannot, qui a coécrit avec nous la musique de la Révolution française d'ailleurs. On disait, mais nous, on est capable d'écrire quelque chose comme ça. Et on parlait de Caprice c'est fini, Aline, c'était cette période-là. Et il me dit, oui, parce que moi, j'ai une musique de ce genre-là. Et il me joue le lendemain quelque chose qui ressemblait à ce qu'est devenu Adieu Jolie Candy. Je dis, oui, en effet, c'est dans ce genre de mouvance, de chansons de l'été. Et
comme souvent ça arrive, c'est comme ça que, Ouais, pratiquement sur un coin de table, écoutez ça, ça rappelle des souvenirs. Ça a donné Adieu joli Candy. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Les fautes de français lui sont pardonnées à la jolie Candy. Mais il y a Stig Andersson, à ce moment-là, qui est en Suède. C'est un producteur comme vous, qui vous appelle, qui vous dit « J'ai écouté cette chanson-là qu'on vient d'entendre, je veux l'adapter en Suède ». Et ça, c'est encore un truc qui va changer votre vie, ça. Oui, complètement. Ça c'est un événement dans ma vie extraordinairement important. Et puis, c'est aussi une grande affection qu'on avait l'un pour l'autre. Et il me demande si les droits sont libres pour faire une version suédoise. Des éditeurs suédois qui vous appellent, vous savez, c'est très rare. Oui. Et je dis oui, bien sûr. Et donc, il fait une chanson. Et la version suédoise d'Adieu joli Candy devient numéro 1 en Suède. Comme d'ailleurs dans tous les pays où elle a été adaptée. Numéro 1 en Italie, numéro 1 dans beaucoup de pays. Et un jour, quelques années plus tard, il me dit « Est-ce que je peux venir te voir à Paris ?» Je lui dis oui. Il vient et il me dit « Je vais te faire écouter, je vais produire un groupe de 4 jeunes avec qui je travaille depuis un moment. » Oui, deux garçons, deux filles. Deux garçons, deux filles. Et il me joue une chanson qui s'appelle Ring Ring. Et je trouve ça très sympa. Et je lui dis, bon, en anglais, donc, il me dit, oui, on a l'ambition de faire un groupe qui pourrait peut-être marcher ailleurs qu'en Suède. Et ils sont vraiment totalement bilingues, il n'y a pas d'accent et tout ça. Je lui dis, c'est très très bien. Et comme j'étais à l'époque associé avec les disques Vogue, je leur ai dit, on va le faire sortir chez Vogue. Et ça n'a pas aucun problème. On sort le disque et il se vend à 20-25 000 exemplaires, ce qui est inhabituel pour un disque d'un groupe inconnu qui s'appelait à l'époque Björn Benny, Agnetha et Annie Fried. Ce disque, très bien. Et puis moi, je me dis, bon, ils vont en refaire un autre un de ces jours. Et là, 3 mois plus tard, il me dit, j'ai une nouvelle, c'est pas encore sûr, mais Radio Sweden, qui est donc la radio nationale suédoise, on leur a envoyé le prochain 45 tours qu'on voulait faire avec le groupe, et ça, on fait partie des finalistes. Bon, il me dit, écoute, je te tiens au courant. Finaliste de quoi? De la sélection pour l'Eurovision, pour représenter la Suède. Et là, je lui dis, bon, super. Puis bon, l'Eurovision, la Suède, généralement, ça fait pas beaucoup de bruit. Et bon, très bien. Et il m'appelle et il me dit, bon, on représente la Suède. Et je crois que la chanson, elle peut vraiment aller plus loin que ça. Je voudrais ton avis. Je viens à Paris, je vais faire une visite de tous mes amis, parce qu'il travaille qu'avec ses amis. Et dans chacun des pays d'Europe, il était venu faire un petit tour d'Europe pour faire écouter ce qui est devenu Waterloo. Et donc, j'écoute. Bien sûr, je lui dis ça, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même importance. Ça va aller beaucoup plus loin. Et puis l'Eurovision arrive, et puis le reste, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est extraordinaire parce que vous allez avoir l'exclusivité pour la France. Donc à partir de là, pendant des années, l'éditeur d'ABBA pendant plus de 10 ans pour la France. Je fais partie des gens qu'on appelle pour savoir si le prochain single est bien celui qu'il faut faire. C'est comme ça que j'avais au téléphone les ABBA et Stig de Stockholm qui me jouaient Money, Money, Money. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je pense, c'est 1 million de disques. Oui. Et ils me disent, bon, ok, alors on le sort. Après, ils ont arrêté de m'appeler pour me poser ces questions. Mais pendant les 2 premières années... On peut dire qu'après, lorsque vous allez être un peu dans la panade, il va faire un geste pour vous, c'est-à-dire qu'il va prolonger pendant 5 ans, il va vous donner... Absolument, il m'a sauvé, c'est quand même extraordinaire. Il m'a sauvé la vie d'une certaine façon. Et c'est un homme que je n'oublierai jamais, bien sûr, dans ma vie. Et moi, je pense, pas tous les jours, mais très souvent à lui. C'est lui qui, quand je me suis rentré en conflit avec les disques Vogue, avec lesquels j'avais décidé de me séparer, dont je m'avais décidé de me séparer, et je savais que j'allais me retrouver avec rien du tout. À ce moment-là, Claude Michel et moi, on avait déjà fait la Révolution française. Hein. Oui. Et donc, cette idée de me retrouver avec rien du tout faisait que je n'avais
qu'une perspective, c'était d'aller à Stockholm, puisque j'avais tout signé avec les disques Vogue, la maison de disques et l'édition dont j'étais le directeur, mais cette édition appartenait en grande partie au disque Vogue aussi. Donc, j'allais me retrouver avec rien. Et j'étais le voir et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'arrive, il me dit, c'est quoi? C'est avec ta femme ou c'est professionnel? Et je lui dis, non, c'est professionnel. Et il me répond, thanks God. Je me rappelle très bien. Et ils étaient déjà été 6 heures de l'après-midi, il était avec son représentant anglais. Ils avaient au moins 4 à 5 verres d'aquavit et quelques bières dans l'estomac comme d'habitude. Et là, je lui dis, voilà, la vérité. Il me dit, eh ben, c'est très simple. Avec Vogue, on n'a pas le choix. Mais il m'a dit, ton contrat d'édition avec la société, tu sais qu'il se termine dans 3 mois. Et que j'allais déjà le proroger. J'ai dit oui. Et je n'osais pas lui demander. Et lui, il me dit, eh ben, tu sors d'ici, il est prolongé pour 5 ans, Ouais. avec la nouvelle société que tu feras. Quelle qu'elle soit. Je dis, mais elle n'existe pas pour l'instant. Je ne suis même pas sûr que j'ai l'argent pour la fonder. Et il me dit, t'occupe pas de ça, il n'y a aucun problème, fais ta société en France. Eh ben. Et donc j'ai quitté Vogue avec 2 problèmes. J'avais ça, positif, et avec une idée dans la tête. Et cette idée, je pensais qu'elle valait probablement pas grand-chose. C'était Les Misérables en comédie musicale. Ça s'appelle, regardez, vous avez compris pourquoi ça s'appelle J'avais rêvé, hein, le bouquin. Hein. Leur Exactement. vie est absolument dingue. Hein. Exactement, c'était une période Ouais. un peu critique pour Alain. Et déjà, comme l'amitié, il y avait une forme d'amitié entre nous. Je me souviens qu'on était allé voir, en plein milieu de cette époque d'affre et d'hésitation, nous sommes allés voir Evita à Londres tous les deux. Et quand le spectacle s'est terminé, on a traversé la rue, on est allé dans un café en face. On est resté jusqu'à 3 heures du matin à discuter de ce qu'on devait faire et de ce que Alain devait faire de sa vie. Et j'insistais tout le temps en lui disant « Arrête de faire des affaires d'éditeur et assume le fait que tu es un créateur et que tu vas vivre de ta propre création. » Ouais. Et vous voyez Jésus-Christ Superstar, un choc après West Side Story. Vous travaillez avec ce monsieur, Claude-Michel Schoenberg. Avec vous Thierry, êtes directeur artistique de Thierry Luron. Oui, c'est à cause de Paul Lederman, Ouais. qui était quelqu'un de formidable, que beaucoup de personnes n'ont pas comprise. Mais moi je l'aimais beaucoup. Et ensemble, on a fait... il m'avait amené voir Les Inconnus quand il débutait, Coluche, et Thierry, j'avais produit... C'est la première fois, d'ailleurs, que je suis resté 3 nuits sans dormir, parce qu'il voulait enregistrer Coluche en public, qui était en tournée en Belgique. Et donc, le matin, je quittais les studios de Pathé Marconi, j'allais dans la ville en Belgique, on montait tout le matériel, on enregistrait dans la nuit. On rentrait à Paris, on commençait à choisir les prises, monter le tout. Et le lendemain matin, on repartait en Belgique. Ça commençait le jeudi, ça s'est terminé le dimanche après-midi à 4 heures à la brasserie Choucroute sur les Champs-Élysées. Et je suis allé me coucher, j'ai dormi jusqu'au lundi matin. Thierry Luron, extraordinaire, non? Coluche, des gens extraordinaires. Extraordinaire. Je dois dire un mot sur Paul Lederman. Quand j'ai eu ces conflits qui ont abouti à la séparation avec Vogue, là, qui finalement a été un merveilleux jour de ma vie, il y a Claude Michel qui m'a envoyé un télégramme pour me dire « Félicitations pour ton premier jour de liberté ». Et il y a Paul Lederman qui, 2 jours plus tard, m'a téléphoné et m'a dit « Alain, quand on est toi, on ne s'inquiète pas. De quoi tu as besoin? Simplement pour patienter, juste réfléchir à ce que tu veux faire après. Tu me dis, et je mets la somme où tu veux. Et je te demande rien, ni des disques pour une sorte d'option sur rien du tout. Il m'a dit, je veux simplement que Claude Michel et toi, vous continuiez à travailler. Ça m'avait beaucoup touché, je l'ai remercié énormément et j'ai jamais accepté rien du tout. Mais je me souviens parfaitement de son coup de fil. Écoutez,
écoutez cette musique-là, parce que là, ce qu'avait dit Franck Pourcel, vous dites, Alain, c'est un peu mon père, c'est devenu mon c'était père, mon c'est de beau-père. grands musiciens. C'était le mari de ma première épouse, Voilà. le père de ma première Et épouse. également pour Claude Moi, Michel. moi, il est vraiment devenu mon père de substitution. Ouais. On Grand avait des musicien, rapports. grand chef d'orchestre. On avait des rapports filiaux. Ouais. Il vous a Très dit fort. un jour tous les deux, vous allez faire quelque chose Oui. ensemble. Oui. Et ce quelque chose, bah, ça va être ça, écoutez. Venez mes amis, il faut fêter la victoire. Je vous offre un coup à boire. Ça, c'est Alain Bachoum qu'on entend. La Révolution française, vous allez y arriver. Vous allez faire cet opéra rock qui va avoir lieu donc au Palais des Sports et qui est absolument... Parce qu'il y a une place au Palais des Sports et donc vous vous lancez parce que vous avez composé les chansons. Oui, on a surtout imaginé qu'on allait pouvoir faire une œuvre de théâtre chantée à partir d'un événement historique. Et ça, c'est la leçon de West Side Story. Ouais. Pas de West Side Story, de Jésus-Christ Superstar. Ouais. C'est là qu'après Jésus-Christ Superstar, on a compris qu'on pouvait amener sur une scène de théâtre chanté, en tout cas déjà sur un disque, puisqu'à l'époque, la scène, on y pensait très timidement, mais pour un disque concept, on savait qu'on pouvait mélanger finalement les choses qu'on aime le plus au monde, c'est-à-dire l'histoire, la musique, la littérature et le théâtre. Ouais. C'est quand même extraordinaire, Claude Michel Schoenberg, arriver à ça et le jouer sur scène. Oui, parce que on était assez naïfs, on connaissait pas les règles de la comédie musicale. On rêvait. On n'avait aucune restriction, donc avec Raymond Jeannot, avec qui j'ai fait la musique, et Jean-Max Rivière qui a fait les paroles avec moi. Alain, on s'est réunis tous les quatre en après-midi. On a pris la Révolution française, de la Bastille jusqu'à la mort de Louis XVI, et on a découpé en 24 chansons, ce qui faisait double album. On ne s'est pas posé plus de questions. Après, j'étais tous les week-ends à Lyon-sur-Mer, chez la grand-mère de Raymond. Alain travaillait avec Jean-Max, et on a écrit les chansons. Jean-Max Rivière, à qui on doit l'amitié pour François Hardy, Mais bien un petit sûr. poisson, un petit oiseau pour Julien Gréco, et tant d'autres. La Alors, Madrague. Ouais, on parlait tout à l'heure d'Adieu Joli Candy. Devinez qui va chanter le tube Chouan en avant. C'est le même, c'est Jean-François Michael. Et tout le monde va écouter ça en France. Écoutez. Ça restait en famille, ça. Du nord au midi, qui n'en veulent pas. Leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le J'avais roi, écrit en Camargue. on va leur faire payer ça. Moi, j'ai dit choix en avant. Et Jean-Max a dit par cinq. Ah ouais, alors, ce qui est quand même dingue, c'est que tout à l'heure on entendait la voix d'Alain Bachoum. Il faut dire qu'il va y avoir Daniel Balavoine qui va s'ajouter, qui est absolument inconnu à l'époque. Comme Bachoum d'ailleurs. Hein. Complètement. Ouais. Et alors vous allez être amené à faire une télé chez Maritier Gilbert Carpentier. Et alors vous allez prendre le personnel de chez Vogue pour faire de la figuration et faire du faux playback. Parce que vous n'avez personne pour chanter à ce moment-là. J'ai Marty Carpentier au téléphone, et où Gilbert, c'était, qui disent, je dis, mais on n'a pas de costume, on n'a pas de troupe, on n'a rien. Ils disent, on vous connaît, vous allez vous débrouiller. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, nous, on vous donne un truc. L'atelier des costumes, en haut, au but de Chaumont, est à votre disposition. Et nous voilà en train de téléphoner et à ameuter tous les gens qu'on connaisse, qu'on connaît, qui avaient un rapport quelconque avec cet album, et avec les gens avec qui on travaillait dans nos maisons de disques. Et on leur a dit, venez, vous allez être les figurants d'une grosse télé du samedi soir, qui était la plus grosse de l'époque. Et nous voilà tous dans l'atelier des costumes au dernier étage des buts de Chaumont, avec accès libre à tous les feuilletons qu'avait fait la télévision historique. Et c'était extraordinaire. Alors ça Enfin, va être un succès, Claude inoubliable. Michel. Mais ça oui, va être extraordinaire. mais c'était Alors tous les soirs, vous êtes sur scène Louis et vous êtes XVI. guillotiné. Oui, et Tous les soirs, vous êtes guillotiné. le premier soir, j'ai été assez choqué parce que je l'ai fait 45 fois. 45 fois, ça a été une ovation au moment où ma tête tombait. Alors je me suis dit, ah bon, voilà. Et les gens étaient fous de joie. Sauf le soir où des gens en place de grève. des gens du parti royaliste sont venus assister.
Et là, ils ont commencé à se battre avec des gens qui étaient républicains. Parce que c'était l'époque des happenings. Et cette Révolution française, c'était pratiquement un grand happening sur scène. Mais c'était merveilleux. On avait 50 musiciens dirigés par Jean-Claude Petit, le Martin Circus qui était là. C'était formidable. C'était un peu n'importe quoi, mais Mais c'était formidable. surtout impensable. On était en pleine période disco. C'était impensable que cet album allait vendre 500 000 albums en France au même moment. C'est ça qui a fait que l'album, c'est devenu Oui. un grand spectacle. Mais alors, comment expliquer quand ça s'arrête, quand c'est terminé, Pareil. il n'y a plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous vous retrouvez sans rien. Il faut comprendre, il n'y avait ni tradition de ce Oui. genre de spectacle, ni structure. Oui, il n'y a alors, pas la oui. structure. Il n'y a pas de producteur, il Il n'y n'y a a pas de... pas rien. toute la structure qui permet à un spectacle de devenir pas une entreprise, mais ils n'ont pas la structure pour les tourner, Pour projeter d'avoir la suite. des producteurs locaux et tout, parce que le métier n'existait pas en Ce France. qui est fou, c'est que quand même, vous n'allez pas rester inactif. Vous allez, vous, Alain, composer ce qu'on va entendre là, un générique. Écoutez ça. Sous la pluie. C'est le plus grand des voleurs. C'est bien après. Oui, mais c'est Enfin, composé, musique Oui. de Jean-Pierre Bourter Ouais. et le texte coécrit avec Yves Desca. Ouais. Et alors, une autre chanson qu'on va entendre, on se dit on est loin des Misérables qui vont arriver. Écoutez ça, c'est la bande à Basile. Vous êtes derrière ce phénomène qui va nous faire danser. Hein? Complètement, et je revendique ça. Il y a des gens qui me disent comment c'est pas être la même personne qui a fait ça. Je dis si, parce que ça c'était un projet théâtral. Et c'était ça moi qui m'excitait. Quand Raymond Jeannot est arrivé me parler, me dire on devrait faire, pour faire le contraire de ce que tout le monde fait, on va faire du disco, mais en français, avec les chansons les plus répertoire folklore français qui existent, mais avec une rythmique exactement la même que Oui. pour Donna Summer. Et c'est là qu'on s'est retrouvé à imaginer ce que ça pourrait devenir. Et moi, mon plaisir, c'était de réunir un groupe, une troupe, pour la première fois déjà, une ébauche quoi, de ce qu'on allait faire, et de faire ça avec un chorégraphe formidable qui s'appelait Pierre Fugère, qui avait fait le Big Bazar avant. Et on a été époustouflés par le succès du premier disque, les chansons françaises, c'était totalement inattendu, Ouais, franchement. c'est ça. C'est qui n'a pas Impensable. dansé là-dessus? Michel est co-responsable du mixage. Non, mais ça se passait en famille. Tout Mais ça. oui. C'est tous les gens qui étaient dans la bande à Basile, c'était tous des amis, des copains qu'on connaissait. Et moi, j'intervenais première femme. au niveau de la production. J'avais même fait une chanson qui s'appelait Le coup de foudre une fois. Et j'étais en studio pour Oui, produire oui. les Et disques. alors- À partir de là, on travaillait ensemble. Mais oui, d'ailleurs, vous avez tellement travaillé ensemble qu'à un moment donné, ce monsieur qui est à côté de vous, Alain, avait écrit 12 chansons et c'est vous qui allez le convaincre d'enregistrer. Parce que vous allez écouter... Moi et Franck Pourcel, c'est-à-dire Ouais. qu'il avait fait 12 chansons et ces chansons-là, on voyait bien qu'elles n'allaient pas être prises par Johnny Hallyday ou par un des chanteurs phares de l'époque. C'était trop personnel, c'était trop émotionnel, c'était trop intime. Et Franck Pourcel, il a eu le coup de foudre pour ce projet. Quand j'ai écouté le premier pas, je suis tombé de ma chaise et je me suis dit Ouais. ça va changer tout. Dans la variété pendant un moment, on est allé en studio et puis Ouais, et ça donnait ça. il s'est donné ça. Le premier pas, je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais La chose dont je suis fier, que ce soit. c'est que même aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est pas démodé du tout. Non. Ça aurait pu être produit comme ça, évidemment, avec une qualité supérieure, mais elle n'est pas démodée du tout, ni dans le son. L'orchestration de Franck Pourcel. Oui, qui est Ouais. merveilleux. Alors vous vous Magnifique. retrouvez, moi je me souviens dans les émissions de Guy Lux, vous êtes au hit parade, vous êtes là vous rentrez de Attendez. plein pied comme une vedette. Hein. La première télévision que j'ai faite de ma vie, c'était d'ailleurs après 3 semaines de grève à l'ORTF, évidemment. Fin juin, c'était la dernière de Guy Lux. Ça faisait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'émission. C'était Formule quelque chose. Oui. Et je passe au Théâtre 102
on fait l'émission en direct, donc là, j'étais mort de peur. C'était Raymond Lefebvre qui dirigeait un grand orchestre. Et je chante ma chanson. Alors, on me dit d'abord, c'est beaucoup trop long, 5 minutes. Donc, l'après-midi, je répète et je fais da 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 da. Et le soir, en direct, je commence ti da da da. Et Il fait la vraie version. et le lendemain, Alain m'appelle et me dit « Mais il y a toute l'usine Vogue qui ne fait que presser ton disque. » Il y en avait eu genre plus de 60 000 vendus en un jour. Comme pour Abba avant lui, le lendemain de Waterloo. Aujourd'hui, c'est impensable. Oui, c'est absolument extraordinaire. Et puis, vous allez voir Oliver, qui va encore être un truc sur scène qui va vous booster. Et là, on parlait tout à l'heure de ce projet des Misérables. C'est 2 ans de travail pour arriver à imaginer ça. Au moins, oui. À partir de la première inspiration, oui, facilement 2 ans, oui. Et Là, vous ne après, lâchez pas, il y a les on lâche bouquins, pas parce que vous lisez des livres historiques, vous êtes... Voilà, c'est Évidemment, 1500 pages l'œuvre de tout Victor le Hugo. monde est contre au départ. Mais nous, il y a quelque chose là qui nous dit c'est peut-être la meilleure idée que vous ayez jamais eue. Et en même temps, il y a des journées de dépression, évidemment, au milieu. Mais vous savez, quand vous êtes en train de travailler sur un projet comme ça, qui semble impensable, et surtout en France, à l'époque, on n'a pas d'autre horizon que de le faire en France. Et que tout à coup naît une chanson comme J'avais rêvé. On se dit, c'est pas par hasard que cette chanson est née. Moi, au détour du premier fascicule, parce que c'était publié en fascicule au départ, le roman, je découvre que le premier fascicule consacré à Fantine, il y a Victor Hugo qui dit « Fantine avait rêvé d'une autre vie ». Ouais. Je me dis, bon, mais ça, c'est un message, c'est pas possible. Et donc, on commence à discuter de « J'avais rêvé d'une autre vie », ça va être la première aria du spectacle. C'est en plus le moment où Fantine perd son revenu, sa vie, son honneur, donc l'avenir de l'enfant qu'elle a fait. Donc, on se dit, et naturellement, J'avais rêvé d'une autre vie commence à exister, pas la chanson entière. À partir de là, vous pouvez pas abandonner en route, ça serait inhumain. C'est comme abandonner un enfant, c'est impossible. Et donc, on se retrouve à se dire, il y a toutes les raisons de continuer. Et vous continuez à écouter cette musique-là, de Claude Michel Schoenberg, avec les mots d'Alain Boublil, et cette voix, Michel Sardou. Et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle. Et à demain, amis fidèles, nous voulons faire la lumière, malgré le masque de la nuit, pour illuminer notre terre et changer la vie. Alors voilà, l'album est là, c'est Jacques Revaux qui, avec Tréma, Et Régis sort Tallard. le disque, et Régis Tallard, et Michel Sardou, qui est la Qui star était à l'époque Tréma. la star de Tréma, Ouais. justement. Qui chante, c'est Et important. qui est venu en invité Oui. avec Adamo et Michel Delpech pour qu'ils ont fait la grande amitié de faire des interventions dans 2 ou 3 moments, dont ce grand moment-là que j'ai en partie réécrit pour la Ouais. version 2024. Parlez il faut oui. savoir que cette chanson est chantée pendant des manifestations à Taïwan, en Turquie, à Hong Kong, en Chine, au Venezuela, au Chili. C'est une chanson en Turquie. Ils ont fait une version turque de la chanson. Et moi, je l'ai vu à Santiago du Chili. J'ai vu des jeunes marchant face aux autopompes, comme dans Tintin, et avec des gaz lacrymogènes et chantant la Canción del Pueblo. Ouais. Et c'est extraordinaire. C'est- Même c'est- ouais. ma femme me disait, n'y va pas, s'ils savent que c'est toi qui l'as écrite, ils vont t'arrêter. Mais vous êtes fier de ça, fier parce que d'être depuis- cette voix, parce que Victor Hugo, c'était ça aussi. Mais c'était Victor que Hugo, c'était c'était ça. la C'est pour ça que révolte. c'est peut-être pour ça qu'il nous a choisi comme passerelle Ouais. pour le changement de médium et de passer à une autre forme artistique. Parce que moi, je me dis toujours que s'il n'avait pas voulu, il aurait trouvé une façon de nous en empêcher. Aujourd'hui, le musical a pris la place du livre et il fait la promotion du livre. Puisque faut quand même imaginer notre ébahissement quand les éditions Gallimard vous appellent, il y a 3 mois,
pour vous dire que dans leur collection Folio, ils vont faire une nouvelle édition des Misérables abrégée. Ah bon? Mais abrégée pourquoi? Comment? Eh ben, d'après la structure de votre comédie musicale. Ouais. Et nous voilà avec la photo de l'affiche du Châtelet en couverture de la nouvelle version des Misérables qui sort chez Ouais. Gallimard. Il y a quand même un retournement Tout est de là, l'histoire. le dessin là qui est qu'on voit, là, qui extraordinaire. va être l'affiche Dessin extraordinaire. d'Émile Bayard. Ouais, qui va être emblématique au fond de Extraordinaire. ce que vont être les Misérables. Hein. Mais c'est la tête de la petite fille que vous Et avez là, là. sur le premier album. Elle est voyez, toujours voilà, la même. Toujours On l'a la choisie même. au tout toujours la départ. même. Et alors, Mais vous c'est une parliez. fille qui balaye peut-être les malheurs de l'univers. Je C'est sais ça. Et alors, on parlait tout à l'heure de Rose Laurence. C'est vrai que on va entendre cette voix de cette chanteuse merveilleuse, pas. Disparue. qui tellement nous manque, pauvre. et lorsqu'elle enregistre ça, il paraît que dans le studio, vous étiez en larmes. Ouais. Et j'ai reçu, il y a 1 heure, un message de celui qui me dit être le responsable du patrimoine artistique de ce qu'elle a laissé, qui voulait me remercier de ce qu'on a dit dans je ne sais pas quelle émission à propos de Rose Laurence et de l'avoir passé, et qui me demandait s'il existait une idée lointaine. Il y a 1 heure que j'ai reçu ça. Ah bon? Ouais. S'il n'y avait pas l'idée de refaire peut-être un jour cet album en version, vous savez, comme on fait les vinyles Oui. d'aujourd'hui, luxueux et tout ça. Il m'a dit, ça ferait tellement plaisir à sa famille. Ouais. Alors je vais bien sûr soumettre le projet Et à la maison. Mais Rose était adorable. adorable. Hein. On l'écoute quelques instants, cette Ah voix. oui. J'ai payé de toutes mes larmes la rançon d'un petit bonheur à une société qui les arme. La victime est pas. C'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Alors là, Bah, on tu sait qu'on tient un truc extraordinaire. Mais là, oui. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la créatrice d'un rôle dans une comédie musicale, pour toute la vie de cette comédie musicale, la texture de sa voix, sa façon d'interpréter, va influencer toutes les Fantines, je ne sais pas combien il y en a, Ouais. du monde. Oui. Le point de référence est toujours le style de voix de Rose Laurence. Donc ça me fait un peu plaisir de savoir C'est ça. qu'il Alors- y a son héritage qui est toujours Oui. là. Si je peux dire un mot, c'est que depuis que Suzanne Boyle a fait de cette chanson, comme vous savez, un succès mondial, c'est maintenant souvent sa version qui sert d'inspiration, et y compris, je crois, Anna Hathaway dans le film Les Misérables, pour lequel elle a eu l'Oscar d'ailleurs. Ouais, Oscar, parce que là, l'aventure est extraordinaire. Mais l'aventure va partir d'un appel qui s'appelle Cameron McIntosh. Et alors là, vous vous dites, c'est Cats, c'est Triomphe à Broadway, et cet homme-là vous contacte. Et ça, vous tombez de votre chaise. Bah Parce, oui. parce que Les Misérables en France, c'est terminé. Vous avez fait Abba Cadabra, vous êtes parti à nouveau avec les Abba, vous avez fait autre Bien sûr. chose. Ouais, c'est surtout que Hossein ne voyageait pas. Le décor du Palais des Sports devait être détruit pour sortir du Palais des Sports. Il n'y avait aucune suite dans le futur, puisque, comme on a dit tout à l'heure, le métier n'existait pas en France. Donc on s'est retrouvés tous les deux, après Les Misérables, moi à écrire des chansons avec plus ou moins de succès. Faire des disques avec Gilbert Bécaud. Oui, je produisais Gilbert et puis Régine, enfin tous ces gens-là. Et Les Misérables, ça n'avait, à part une version qu'on a vue à Zagreb, qui était tout à fait lamentable, mais à part ça, bon, Rien. c'était le désert jusqu'au coup de téléphone de Cameron. Ouais. Et donc là, ça va, comment ça va se passer Donc ça on est 3 ans plus tard, on est Oui. en 1983. Les Misérables a fermé fin 1980. Et donc là, il fait suite à la visite d'un jeune metteur en scène de Manchester en Angleterre, qui lui connaissait le spectacle, qu'il avait vu et qui pensait que c'était intéressant. Et donc, il nous avait demandé, est-ce que je peux m'y intéresser un petit peu? Dans mon théâtre, ça ne sera pas possible, c'est trop cher pour moi, mais j'ai envie de voir ce qu'on peut faire. Bon. Il avait acheté le disque. Et il avait acheté le disque. Et donc, on ne l'a pas vu pendant 6 mois.
Et c'est là le coup de fil de Cameron Mackintosh, qui dit qu'il avait rencontré donc ce jeune garçon, qu'il avait eu le disque, qu'a priori il comptait pas l'écouter, et qu'un jour, en rangeant sa discothèque, il retrouve ce disque et il le met sur la platine. Ouais, ce disque-là. Voilà, le disque blanc. Ouais. Et au premier quart d'heure, à la fin du premier quart d'heure, c'est-à-dire après avoir écouté Rose Lawrence, qui à l'époque chantait 2 chansons dans le premier quart d'heure, qui sont devenues 2 chansons très très importantes du spectacle, maintenant, depuis toujours. Ces 2 chansons-là, il a dit j'ai arrêté parce que j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Je n'avais jamais écouté une comédie musicale qui ressemble à ça. Et donc, je voulais absolument vous contacter. Il appelle et il dit que je peux venir à Paris vous voir. On dit oui, si vous voulez. Il a dit oui, parce que je crois que vous ne réalisez pas ce que vous avez écrit. Ouais. Ah, ça, c'est une phrase Inoubliable. Ouais. Alors, un déjeuner avec lui, il fait la préface du livre. Aujourd'hui, oui. Cameron, il dit, Claude Michel parlait pas pendant le déjeuner, et puis à un moment donné, il s'est retourné, il a dit, vous savez, je me méfie des oui, parce que des charlatans. tout ce qu'il nous se demandait si proposait- c'était vrai, Claude Michel. Mais oui, parce que tout ce qu'il nous proposait, c'était nos rêves. Ouais. On avait toujours attendu, comme un miracle, que quelqu'un vienne nous dire « Voilà, je vais faire votre truc » et on devient les stars de Broadway, du West End. Et tout d'un coup, on avait désespéré, je dois dire. On cherchait un autre sujet pour la suite. Et tout d'un coup, il y a ce monsieur qui vient et qui nous raconte tout ça. Et je lui dis, c'est de la propagande, ça. C'est pas... Donc je lui ai dit, c'est bien des belles paroles, mais nous, on ne fait confiance qu'aux actes et aux réalisations. Ouais. Et je lui ai même dit ça en anglais, si vous l'avez surpris. Mais il a dit à ce moment-là, il a dit alors écoutez, moi j'ai déjà à peu près mis en place l'équipe avec laquelle je veux travailler pour ce projet. Et là il nous cite Trevor Nunn, le directeur de la Royal Shakespeare Company, la comédie française de Londres. John Caird, avec lequel en association ils venaient de mettre en scène tous les deux un Nicholas Nickleby qui durait 8 heures à Londres. John Napier, le créateur des décors justement de Cats et de Nicholas Nickleby et d'autres noms de ce genre-là, et il nous dit voilà, c'est un projet que je ne peux faire qu'avec une équipe de ce niveau. Vous avez écrit un merveilleux brouillon. Moi, j'ai jamais vu le spectacle à Paris, mais en écoutant ce disque, vous avez fait un merveilleux brouillon. Maintenant, il va falloir qu'on en fasse une vraie comédie musicale qui va être plus dramatique que tout ce qu'on n'a jamais joué, ni dans le West End, ni à Broadway, mais il va falloir quand même qu'on vous apprenne les quelques règles qui font qu'il faut qu'une histoire soit compréhensible à partir du moment où on lève le rideau. Or, l'histoire que vous avez écrite, elle commence à l'usine de Monsieur Madeleine, et en Angleterre, en Amérique, en Australie, à Tokyo, personne ne connaît la transition de Jean Valjean à Monsieur Madeleine, même s'ils connaissent un peu Les Misérables. Et il nous dit, tout ça, c'est un très gros travail. Et en route, on va découvrir tout ce qui manque pour en faire ce que je crois, c'est-à-dire un joyau de la comédie musicale. Écoutez cette musique. Écoutez, c'est Claude Michel Schoenberg, bien sûr. Et ça, c'est le Work Show, ouverture, la version anglaise, la première des Misérables. Écoutez. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et c'est là l'aventure qu'on disait au début, évidemment, 130 millions de spectateurs. C'est le début du nouveau prologue. 22 langues dans le monde. Londres, évidemment, pendant si longtemps, des décennies. Toujours. Ouais. Descendu par la critique, hein. Oui, Mais alors, c'est même pas descendu, c'est abattu, exécuté par la critique. Hein, qui Ça n'a pas dit- duré longtemps. qui Une disait semaine que plus tard, c'était fini. c'est une suite de chansons bonnes pour l'Eurovision et que c'est un bêtisier on vous de... voit là avec la princesse Diana.
Elle a été Parmi tant de formidable rencontres. attachée de Ouais. presse. Elle a été formidable avec nous. Ouais. On a passé des moments délicieux avec elle. Ça, c'est une soirée que j'ai passée avec elle dans la loge, parce qu'on C'est à, pas- à non, tour c'est- de rôle. C'est pas Saigon, ça, c'est Les Misérables, non? Moi, j'ai l'impression que c'est Saigon, Ouais. l'arrivée Miss devant, Saigon, devant le c'était la théâtre. comédie musicale aussi qui va faire un triomphe mondial après. Puis ça va continuer. Il va y en avoir tellement. Vous allez continuer. Martin Guerre, puis et tant d'autres choses. Ce qui est incroyable, c'est voilà, on entend cette aujourd'hui version de À la volonté du peuple 2024 ici à Paris. Oui. Et là, vous dites au fond, ce texte merveilleux, ce texte anglais merveilleux, vous allez revenir à la version d'origine, en quelque sorte, tout en gardant la beauté du texte anglais. Il y a de ça. Oui, je me suis inspiré de moments du texte anglais, pas les mots, mais une ambiance qui était plus synthétique, qui était plus l'hymne que ce moment devait devenir, et pas seulement une belle suite de mots poétiques. Et c'est devenu la volonté du peuple, ce qu'on va entendre, celle qu'on a entendue dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Écoutez ça. Nous sommes désormais les guerriers d'une armée qui s'avance à la volonté du peuple, dont on n'étouffe jamais la voix, et dont le chant renaît toujours, et dont le chant renaît déjà. 160 prix internationaux. Je le disais dès le début, hein, c'est le spectacle, le plus grand spectacle musical de l'histoire. Et ben c'est vous, hein, le gamin de Tunis et puis celui de Vannes, là, c'est une histoire d'amitié. C'est ça aussi, c'est de vous voir ensemble tous les deux et j'en suis très heureux parce que c'est rare de vous avoir tous les deux ensemble. C'est une histoire d'amitié. Et puis au premier plan, je dois dire, c'est une histoire de tendresse. Parce qu'avec cette amitié-là, il y a une forme de tendresse entre nous. Je ne crois pas qu'on se soit vraiment engueulé jusqu'au point de rompre notre collaboration. On a vraiment de la tendresse l'un pour l'autre. C'est-à-dire que je fais attention à lui comme il fait attention à moi. Et moi, je ne pense jamais que Claude Michel puisse se tromper complètement quand il dit quelque chose. Et je crois que c'est réciproque. Il a raison. C'est-à-dire que je ne cherche pas ce qu'il y a de mal dans ce qu'il dit. Je cherche ce qu'il y a de bien. Et ça, c'est beaucoup de temps gagné, mais il faut avoir une vraie passion pour ce que fait l'autre. Une confiance. Et confiance. Et comme cette passion, elle est née à l'écoute d'un quatrain écrit pour une chanteuse qui chantait pour le goûter qu'elle n'avait pas à 4 heures, ou qu'elle avait au contraire. Tout est parti de là. Donc, c'est normal, parce qu'il y avait déjà une forme de tendresse dans cette chanson. Mais je veux dire, vous pensez à vos parents, vous pensez à la Beaucoup, Tunisie, beaucoup. vous, Alain, l'enfance, Beaucoup, vous moi. dire être arrivé là. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire. Claude Michel n'a pas eu aussi longtemps que moi, mais j'ai eu la chance de connaître sa mère, parce qu'elle a venu voir la Révolution française et j'étais très proche. J'ai une relation assez intime avec elle. Et par contre, j'ai eu la chance de pouvoir, après le décès de mon père, faire partager à ma mère les premières à Londres et de la faire venir à New York. Et elle m'a dit, eh ben, tu m'as offert mon voyage de noces, mon fils. Ouais. Ça c'est beau, Claude Michel. Mais écoutez, moi, j'ai un grave problème qui a conduit ma vie, c'est que en 44, quand ma mère était enceinte de moi, j'étais tout à fait inattendu. Ils savent pas comment ça s'est fait, puisque ma mère avait 42 ans. Et ma mère était née en 1902. Et elle craignait que j'ai des problèmes de mongolien ou de trisomie. Parce qu'à l'époque, c'était 42 ans, c'était extrêmement... Et elle se posait des questions avec mon père. Est-ce que je laisse ça se poursuivre ou pas? Et mon père, qui était très pratiquant, lui a interdit de le faire. Et mon vrai problème, c'est que j'ai jamais pu lui montrer qu'il avait eu raison. Parce qu'à l'époque, j'ai perdu mon père très jeune, et à l'époque, avant 18 ans, on ne parlait pas avec son père. Donc c'est quelqu'un que j'ai adoré, et j'ai jamais pu lui dire, tu vois, tu as eu raison de me garder. Oui. Mais vous leur avez quand même dit, moi plus tard, ce que je veux faire, c'est écrire des opéras.
Mais Ça, vous l'avez dit gamin. c'est Hein. après la mort de mon père, ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je vais être compositeur d'opéra. Mais ça, je le savais depuis le jour où je suis né, donc j'ai pas réfléchi. Et ma mère, évidemment, je crois que c'était un des plus gros éclats de rire de sa vie. Et j'ai fait ce que je voulais faire. Ouais. J'avais rêvé. En conversation avec Rémi Bateau, Ouais. que Aux je dois éditions du remercier Rocher. d'avoir eu la patience d'écouter tout ce qu'on avait à dire et d'accepter une collaboration avec une réécriture C'est... et une grande gentillesse. Mais ce qui est fou, c'est que dans Les Misérables, qui est une œuvre maintenant musicale immortelle et éternelle, on va entendre J'avais rêvé justement dans la nouvelle version, c'est de dire au fond, oui, c'est la musique populaire, on en a parlé beaucoup que vous aimez, c'est l'opéra que vous aimez, c'est la comédie musicale, le grand spectacle sur scène que vous aimez, et c'est Victor Hugo. Et c'est le message universel de ce texte, de ce livre extraordinaire qu'est Les Misérables. C'est tout ça. Oui, c'est surtout, j'espère que ce livre va dire aux gens, continuez à rêver, quels que soient les temps qu'on traverse, qui sont compliqués, qui sont difficiles. Accrochez-vous à vos rêves, parce que je vois pas d'autre façon de s'en sortir. C'est la seule. Ouais. Mais l'opéra auparavant, c'était la chanson populaire. Le Paradis, où il y avait tous les gens qui ne payaient pratiquement presque rien, qui étaient debout, c'était la population, c'était populaire. Oui, mais on écoute encore, évidemment, les opéras de Mozart, etc. On écoutera encore Les Misérables, Il semblerait qu'il... oui, après Oui. nous, oui. Claude Michel. Ça vous plairait que ça reste? Bah, je veux dire, ça sera plus mon problème. Oui. Mais quand même une fierté. Ah bah oui, Absolument, oui. le fait qu'on ait laissé quelque chose, C'est tellement inattendu. c'est privilège, c'est un privilège. On a une vie de privilège parce qu'Alain et moi, on a réalisé, mais vraiment réalisé, tous nos rêves d'enfance. Merci à tous les deux. Alain Boublil, Claude Michel Schoenberg avec voilà la nouvelle version. C'est un événement au Théâtre du Châtelet de retrouver Les Misérables en français, œuvre universelle et immortelle. Merci à tous les deux. Merci. Merci. De